Bonjour. Alors, je vais m'inscrire aujourd'hui dans un registre que vous connaissez déjà de ma part, qui est celui de la littérature, que je vais aborder par exemple avec François Mauriac. Et cette fois-ci, il va être question de Stendhal et de son livre de l'amour que j'ai relu et qui m'a passionné et dont je voudrais vous livrer quelques commentaires, d'autant qu'il touche aussi à la philosophie, vous le verrez. Donc, le titre de mon exposé sera « Relire Stendhal sur l'amour ». L'ouvrage de l'amour de Stendhal est un pur chef-d'œuvre. Je l'avais lu et je l'ai relu, et c'est à cette relecture qui me fait dire cela, comme si la maturité supplémentaire que l'on a acquise et le simple fait de relire une œuvre d'importance, c'est le cas aussi, je vous le signale, pour un film que l'on revoit par exemple, permettait d'en avoir une intelligence et une jouissance plus grande. Avec ce paradoxe pour ce livre, figurez-vous qu'il a été méprisé à sa sortie, c'est très peu vendu, alors que, si je puis dire, il vole très haut. Mais il n'est pas le seul dans son cas, tant l'opinion, façonnée et abîmée par des succès superficiels, spécialement aujourd'hui d'ailleurs, est incapable souvent de se hausser au-dessus d'elle-même face aux grands écrits. Quel livre alors j'entends? Qu'est-ce qui fait sa grandeur? Question à laquelle il n'est pas simple de répondre, tant on peut l'appréhender sous plusieurs angles. D'emblée, cependant, Stendhal va afficher un objectif étonnant pour son temps, celui d'être sec, et non pas lyrique, vous voyez, être sec, en l'occurrence, et plus précisément, celui d'aborder l'amour d'une manière objective et non sentimentale, affective ou simplement personnelle, vu le sujet dans lequel il pourrait s'appliquer. Et plus précisément, son objectif est de faire œuvre d'idéologie. Alors, il emprunte le terme à l'école des idéologues de son temps, ou un peu avant, à savoir qu'il entend faire preuve de réflexion philosophique. Il emploie le terme de philosophie à plusieurs fois, avec prudence, visant alors à atteindre le vrai dans ce domaine. Et étant entendu que le mot idéologie, ici, est pris dans un sens qui n'a rien à voir avec celui socialement relatif que lui donnera Marx par ailleurs. Alors, de ce point de vue, le plus important, selon moi, et qui n'enlève rien à la légèreté de son écriture, c'est le début de l'ouvrage, qui dit tout à deux niveaux. D'abord, il y a la distinction primordiale qu'il fait entre quatre types d'amour, quitte ensuite à l'enrichir ou à la nuancer. Ce sont des types. L'amour-passion, l'amour-goût, l'amour physique, et enfin, ce qu'il appelle l'amour de vanité, bien que ces formes d'amour puissent, je le répète, se mêler parfois. Mais cette distinction, figurez-vous, est très opératoire, et elle révèle bien en profondeur des formes différentes de ce sentiment unique en son genre, l'amour, qui nous touche tous. Mais cette distinction, que son analyse va déployer, il va la déployer avec une richesse, une rigueur et une finesse rare, je dis bien richesse, rigueur et finesse rare, dont seule La Rochefoucauld me paraît fournir l'équivalent, quoique dans notre domaine, qui touche en particulier au rapport de l'homme à la religion et à sa finitude. Alors, je ne suis pas là pour la développer dans le détail, le livre le fait à ma place, mais je la résume rapidement. L'amour-passion d'abord se définit par lui-même, du fait que son qualificatif de passion, qui suggère tous les emportements et comportements affectifs qu'il inclut, ceux d'un bonheur intense, unique en son genre, vivre sans aimer ou en étant plus aimé consiste, selon lui, à être en présence du vide, du néant, dit Stendhal, exemple à l'appui, au point d'être tenté, dit-il, par le suicide, comme il l'a pu l'être, faute d'avoir été aimé comme il voulait l'être. Ensuite, l'amour-goût, qui est un amour plaisant, conforme aux codes sociaux dans les milieux aisés, disons, qui ne choque pas, mais qui peut être délicat cependant, sans atteindre à l'amour véritable, est-il dit, et il est donc susceptible de s'effacer facilement.
L'amour physique, lui, aussi se définit par lui-même, le mot physique, et il s'accomplit quand il est tout seul, sous des formes de diverses qualités ou durées. Et de toute façon, il est toujours immergé dans une relation sexuelle, par définition. Même à 16 ans, est-il indiqué, avec humour, parlant, je crois, de lui. Et s'il se sublime en autre chose, c'est qu'il change alors de nature. Enfin, il y a l'amour de vanité, qu'on trouvait aussi dans l'amour-goût, où l'on aime l'autre pour les avantages sociaux, ou d'orgueil qu'on en tire, qui est superficiel ou plat, dit-il, même si, l'habitude aidant, il peut produire une espèce de sûreté, de garantie, sinon d'amitié. Cela dit, et avant d'en indiquer d'autres traits ou variations, le deuxième élément de l'amour véritable, que Stendhal met alors là magnifiquement en avant, comme étant au cœur ou à l'origine de ce phénomène affectif, à ses débuts comme dans ses crises, et la cristallisation, terme que vous connaissez sans doute, dont il faut analyser le processus, tant il est important et tant il revient à l'auteur de l'avoir signalé et magnifiquement décrit, sans emphase inutile pourtant. Il compare l'embellissement de l'aimer au singulier, au masculin, ou au féminin, dès qu'on l'aime, à ce qu'il se passe dans un rameau de bois, en hiver, au cœur d'une mine de sel, et qui, tel quel au début, n'est guère séduisant, n'est guère beau. Mais le froid va l'embellir par des morceaux de glace brillants, la formule est de lui, qui vont s'y cristalliser et vont le rendre beau par ce qui ressemble alors à des diamants qui le font échapper à sa médiocrité première que l'on oublie. Or, l'amour, dans son élan primitif d'abord, plus fortement ensuite, voire dans les circonstances douloureuses où l'on craint de ne plus être aimé, procède de cette manière, à l'aide d'une faculté essentielle ici, à savoir, figurez-vous, l'imagination. L'imagination. Celle-ci dépasse la perception brute de l'objet aimé et le transfigure au point de nous faire prendre les qualités imaginées ou rêvées pour des qualités perceptives réelles. Ce processus, illusoire en quelque sorte, peut être embryonnaire, ne s'intensifier qu'après, mais il est toujours là, et s'il s'éteint, c'est qu'on n'aime plus. L'amour et l'imagination sont donc indissociables. Aimer, c'est imaginer ou rêver autant que percevoir. C'est imaginer ou rêver en percevant. J'insiste, ce phénomène connaît des scansions, voire des crises, en l'occurrence des inflammations, des délires, quand on a le sentiment que l'autre ne vous aime pas ou moins. Stendhal en parle d'autant mieux que ce livre, vous le savez peut-être, qui se veut et est objectif, se veut philosophique, est en réalité un jeu de masques, dans lequel il répond à un immense amour déçu en Italie, celui qu'il a éprouvé pour une certaine Mathilde Viscontini, sans en être payé de retour. Il a donc connu réellement l'enthousiasme de la cristallisation à un degré intense et donc passionnel, mais aussi, figurez-vous, les affres de la déception. Des visites chez elle différées par leur angoisse, par son angoisse en l'occurrence, et le réveil de la vision imaginée de l'aimer, au point d'errer dans les rues de Florence la nuit, comme un fou délirant et rêvant en vain, imaginant en vain. Mais il a aussi éprouvé ce qui se trouve paradoxalement associé à l'amour comme conséquence de celui-ci et de ses excès imaginatifs, même s'il en parle peu s'agissant de lui, à savoir, figurez-vous, la haine. Alors je précise que dans ce cas, la haine, y compris à l'égard d'un rival ou de quelqu'un qui vous fait obstacle. Il parle en particulier d'une amie de Mathilde, dans son cas, qui le discréditait à ses yeux. Eh bien,
La haine n'est pas vraiment le contraire de l'amour. Il en est l'effet paradoxal, la conséquence de sa frustration. C'est parce que l'on aime ou que l'on a aimé que l'on est. Et il peut entraîner, le livre en fournit de nombreux exemples historiques d'ailleurs, empruntés en particulier à l'Italie, on en reparlera, qui étonnent aujourd'hui, même si les féminicides ou hominicides font souvent la une de l'actualité. Donc il entraîne l'amour, débouchant sur la haine, entraîne par frustration des suicides ou des meurtres, sans qu'il soit question d'évoquer la future pulsion de mort de Freud, qui ne viendra qu'après. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est le statut de ce phénomène de cristallisation et des affects ou comportements qu'il entraîne en liaison stricte avec le projet théorique de Stendhal à caractère philosophique donc. Ce phénomène est profondément naturel selon lui, c'est le terme qu'il emploie, révélant l'essence objective de l'amour dans son universalité par conséquent. C'est donc une anthropologie de l'amour, universelle donc, qui nous est proposée, une anthropologie de l'amour, y compris dans ses variations ou particularités, comme le coup de foudre, qui peut ne pas être immédiat malgré son appellation, l'orgueil féminin qui est à l'œuvre, l'amour, dont il dit qu'il pique l'amour propre de l'autre pour susciter son affection en retour, ou encore ce qu'il appelle magnifiquement l'amour à querelle, différent selon que celui qui querelle aime ou n'aime pas, ce n'est pas pareil. On n'en finirait pas d'évoquer toutes les nuances subtiles de ce sentiment, avec son évolution souvent, décrite avec une minutie que j'avoue éblouissante. Sauf qu'un problème théorique, et c'est la deuxième partie de mon exposé, se pose à nouveau, problème théorique donc. Sommes-nous bien en présence d'une anthropologie universelle de l'amour, d'une philosophie de celui-ci nous disant à son écart un vrai âne historique ou coupé du social? Or, on peut hésiter à cet égard, figurez-vous, même si, quant à moi, je m'y reconnais près de 2 siècles après, je l'avoue. Et donc on peut hésiter, disons, pour 2 raisons. D'abord et simplement, il est question souvent des habitudes qui peuvent recouvrir ou modifier les attitudes amoureuses et donc les remplacer par de l'artificiel, non pas du naturel, mais de l'artificiel, que les sujets amoureux peuvent prendre pour du naturel dans leur propre vie. Ensuite, et surtout, malgré son extrême lucidité, puisqu'il dénonce lui-même le rôle des habitudes dans la vie sentimentale, on peut se demander jusqu'à quel point Stendhal n'est pas lui-même intellectuellement victime, si l'on peut dire, d'une approche, cette fois-ci, historique et sociale de l'amour, sans en avoir conscience. Cela se révèle, plus ou moins, dans l'attention qu'il prête aux manifestations de l'amour, alors non seulement dans l'histoire, mais dans les différentes nations de son Occident, au-delà de la seule France, bien entendu, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, et surtout en Italie, son pays privilégié, voir le livre 2 de l'ouvrage, pays dans lequel il a très longtemps vécu et où il a aimé et souffert, bien entendu. Cela se révèle plus ou moins par l'attention qu'il prête aux différentes nations, dans les différentes nations de l'Espagne, aux nuances que le phénomène amoureux, selon ces régions et selon les femmes qui vivent l'amour, peut présenter. Les femmes anglaises sont délicates et conformistes, provoquent parfois l'ennui de leurs maris, qui sont distraits ailleurs, y compris dans l'alcool, figurez-vous. Chose qui n'est pas nouvelle. Les Allemandes, sensibles à la philosophie, on sait que l'Allemagne est un grand pays de philosophie, à laquelle s'intéressent leurs maris, versent alors comme eux dans un amour à caractère mystique, c'est le terme qu'il emploie. Enfin, et pour s'en tenir là, je laisse de côté l'Espagne, il y a les Italiennes, bien entendu, que Stendhal a longtemps côtoyé,
et qui révèle sans retenue un tempérament amoureux ardent et très physique, et en même temps aussi, on pourrait dire, très facile. Du coup, on voit les apparentes constantes de l'amour qu'il a présenté auparavant se démultiplier et perdre une partie de leur universalité prétendue. Stendhal n'est plus là dans la philosophie, mais dans l'histoire et la sociologie. Alors, que faut-il en conclure? Non que la philosophie stendhalienne de l'amour ne serait pas une dans son ambition d'universalité, une philosophie, mais que le fond amoureux qu'il entend comprendre et nous révéler, dans les limites d'une époque où Freud, avec ses découvertes de l'inconscient, n'existait pas, ne doit pas évacuer ces traductions concrètes, historiques et nationales qui pourraient, mais pourraient seulement, l'occulter. Donc, je conclus en disant bravo Stendhal, malgré ce second aspect du livre qui est un tout petit peu en dessous du premier. Bravo Stendhal, à qui on devrait opposer facilement, mais sûrement, une large partie de la littérature amoureuse d'aujourd'hui dans ce domaine, qu'elle soit directement romanesque ou exprimée sous la forme d'écrit, une supériorité importante en termes d'intelligence et de qualité humaine, sinon éthique, d'inspiration et même d'aspiration. Je ne citerai personne, mais vous aurez peut-être pensé à qui je peux éventuellement songer. Merci. Alors j'indique simplement que le meilleur livre, la meilleure édition de livre à lire est la version qu'on a donnée chez Folio V. del Lito, parce qu'il est très documenté et permet d'apporter des précisions importantes quand on veut avoir de pareilles précisions. Merci donc.